Bienvenue sur l'épisode 11 du Game Pas Game podcast. Cette semaine, je reçois Mélissa Abbès de Stellarius 180. Mélissa est chercheuse indépendante en astronomie et sciences humaines et a fondé un observatoire astronomique itinérant. Elle fait découvrir le ciel et le patrimoine céleste à ses clients en organisant des événements interactifs. J'étais contente d'échanger avec Mélissa parce qu'elle a un modèle d'affaires très inspirant. Je te laisse le découvrir dans cet épisode. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Bonjour Mélissa, bienvenue sur l'épisode. Salut! Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que je trouve que tu as un parcours vraiment intéressant. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on va souvent entendre dire les entrepreneurs, en fait, qu'ils ont des parcours atypiques, mais tout le monde a des parcours atypiques. Mais là, je pense que le tien, il est encore plus atypique que ce qu'on était habitué de voir. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu viennes nous en parler. Donc, voilà. Bah, écoute, je suis en tout cas ravie d'être là et de pouvoir partager ce moment avec toi. Voilà. Et ben, moi aussi, et j'aimerais d'abord que tu commences par nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelle est ton entreprise et Alors, qu'est-ce qu'est-ce que que tu je fais offres? qu'est-ce que j'offre? Mon entreprise s'appelle Stellarius. Et Stellarius, c'est le nom d'un observatoire astronomique que j'ai créé en 2018, qui a d'abord été une association loi 1901, je ne sais pas si c'est propre à la France ou si au Canada, vous avez aussi le modèle Ça me dit associatif, je crois rien. pas, ouais, je pense que c'est propre à Ben, la France. on a des modèles associatifs, mais c'est peut-être pas Loi 1901, enfin 1901 c'est comme voilà, tu c'est ça, dis. c'est propre historiquement à la France. Et à l'heure actuelle, Stellarius est un observatoire qui est sous forme d'entreprise. Donc, il y a à la fois l'observatoire et de mon côté, au sein de cet observatoire, j'ai un statut de chercheuse indépendante en astronomie et en sciences humaines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui. euh, Chercheuse en astronomie, bien, j'étudie le ciel d'un point de vue des sciences dites dures, donc Mhm. l'astronomie d'un point de vue scientifique, à laquelle j'y ai ajouté la dimension anthropologique, sociologique et la dimension qui laisse une grande part aussi à la littérature orale. Alors la littérature orale, c'est un domaine qui n'est pas toujours bien cerné, bien connu du grand public, mais c'est ce qui concerne tous les récits de tradition orale, qui sont les contes, les mythes, les légendes, etc. Oui, Et OK. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de ce voilà, donc côté-là, tu oui. prends tout ça, tu check là, hop, et paf, ça fait pas des chocs à pic, non, ça fait Stellarius. Donc en gros, c'est ça. Donc c'est un observatoire astronomique euh, conjugué avec un pôle recherche. Et donc tout ça, voilà, plus les activités donc, qui traversent l'observatoire, notamment les activités à destination du grand public. Mhm. Donc là, j'ai remarqué aussi quand je suis allée voir un peu ton site, là, voir ce que vous offriez comme activité. Puis tu as un observatoire mobile aussi, hein, je Oui, crois. c'est ça. Est-ce que c'est comme ça que vous l'appelez? Oui, en fait, quand j'ai créé Stellarius, la première originalité, en fait, c'était de concevoir un observatoire qui allait être itinérant et non pas fixe. C'est-à-dire que la Mhm, plupart du temps, les observatoires sont conçus sur des lieux fixes, notamment des espaces en dehors de la pollution lumineuse des villes. Euh, mhm. et ce que j'ai voulu faire avec Stellarius, c'était de rompre, créer une disruption avec le modèle habituel en essayant de penser le modèle de l'observatoire, mais d'un point de vue sociologique. Donc le fait qu'il soit itinérant, la raison, c'est qu'en fait, je voulais que l'observatoire soit un acteur à part entière d'un territoire et qu'il ne soit pas seulement une destination vers laquelle on va pour consommer son activité, etc. C'est vraiment intéressant. Puis aussi, c'est que ça donne un accès à une plus grande population aussi, parce que Oui, les observatoires sont pas toujours accessibles pour tout le oui, monde, là. exactement.
Et c'est toute la richesse aussi de ce projet-là, c'est que en étant itinérant, comme tu le dis, c'est très juste, je rencontre différentes populations socio-économiques, socio-culturelles, éducatives, etc. Et ça, c'est d'une richesse incroyable au quotidien. Et si l'observatoire était fixe, je n'aurais pas accès à ces rencontres-là, en fait. Mhm, tout à fait, Oui. tout à fait. Et là, je pense qu'il y a une part aussi de contes autour de ça, plus quand tu parles de littérature orale, est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Alors, la littérature orale, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est tout Mhm, le domaine qui concerne les récits de tradition orale. On part de l'idée mhm, que chaque société humaine, à un moment ou à un autre, crée des récits, que ce soit des mythes, des contes, des légendes. Chaque récit a une fonction spécifique pour la communauté humaine qui l'a produit. Et pour bien mhm, saisir la fonction de ces récits pour chaque société humaine, il est nécessaire d'en étudier l'ancrage culturel en fait. Et mhm, il se trouve que, en termes d'astronomie, un certain nombre de récits y sont associés, notamment les contes étiologiques, les mythes de naissance du monde et fin du monde, etc. Et qu'en fait, ça offre une matière très riche et très intéressante pour les personnes qui font la recherche, notamment en astronomie. Vraiment intéressant parce que j'avais jamais vu en fait le lien entre astronomie et anthropologie à ce niveau-là, là, donc je trouve ça quand même intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a amené? D'où ça part cette idée de projet d'observatoire puis de devenir chercheuse indépendante? Alors, à l'origine, je viens pas du tout du domaine de l'astronomie, donc je pratiquais un peu l'astronomie à titre amateur, étant plus jeune. En revanche, j'ai fait des études, donc j'ai eu un parcours, j'ai, étudié la théologie, l'histoire de l'art, l'archéologie. Après, je me suis intéressée aux pédagogies alternatives, tout ce qui est, donc pédagogie, Montessori et compagnie, donc pendant de nombreuses années. Et puis j'ai enrichi ça au fur et à mesure, en fait, quand un sujet me plaît, c'est vrai, je me forme. Donc j'ai tendance à avoir pas mal de certificats, de petits diplômes par-ci, par-là, parce que quand quelque chose me passionne, j'ai même passé une certification en entomologie, donc l'étude des insectes, pour dire, tu vois. OK. Donc ça peut être très diversifié, et donc en fait, l'astronomie me plaisait, donc je venais de valider mon diplôme dans la partie pédagogie, et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire quelque chose d'un point de vue de l'astronomie. À l'origine, ce devait être une école d'astronomie, je voulais transmettre, enseigner. OK. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'en France, les écoles d'astronomie sont rattachées à une association nationale qui, à l'époque, je venais d'arriver dans le milieu, m'a un peu fermé une porte, quoi, en me disant, bah non, c'est pas possible, on ne te connaît pas vraiment, donc on ne peut pas te laisser ouvrir une école. Et ça, c'est propre à ma personnalité, mais quand on me ferme une porte, je passe par la fenêtre. Alors j'ai dit, bah, si c'est pas une école, ce sera un observatoire. Et donc j'ai créé OK. l'observatoire parce que je trouvais que c'était la suite logique de cette envie de transmettre et de m'engager aussi, à la fois au Mmh. niveau de l'humain, au niveau de l'environnement, etc. C'est pour ça qu'il est itinérant, c'est aussi pour ça qu'il est à taille humaine, que c'est un observatoire familial, etc. OK, donc ça part de là. Puis ça fait, tu me dis, tu l'as parti en 2018. Oui. Donc, OK, parfait. Puis, comment ça s'est passé dans les débuts, là? Je veux dire, comment tu pars ça, un projet comme ça? Parce que là, c'est un projet, comme je disais tout à l'heure, qui est quand même atypique, là. Les gens, tu sais, ils comprennent peut-être pas tout de suite ce que c'est nouveau, comment ça marche, comment tu t'y es pris au début? Alors, au départ, Stellarius, c'était un observatoire sous forme associative. Mhm, Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en France, on a énormément de clubs d'astronomie qui sont sous ce format-là, et donc en fait, j'ai suivi bêtement, ce qui se faisait, en fait. Je me suis dit: «Bon, bah, puisque tout le monde fait une association», ça me semblait être la chose la plus facile, la plus accessible. Or, ben, en fait, ça a pas du tout été le cas, et ça a été la première douche froide. C'est-à-dire que quand je crée Stellarius, au départ, il faut communiquer autour des projets, autour des soirées. Je suis sous format associatif. Ça marche pas des masses, en fait, je veux dire, ça mm, décolle pas. À cette période-là, je m'occupe, en plus de ma mère,
qui est très malade. Bon, entre-temps, elle est décédée, donc voilà, ça a été aussi, ça fait partie Mmh, aussi du cheminement. Il faut, enfin, le tout à chemin nous fait. fait aussi. Et donc, ça marche tellement pas, enfin, ça marche, c'est-à-dire que le public, quand le public partage les soirées de l'Observatoire, il se régale, j'ai des retours extrêmement positifs, mais je n'arrive pas à en vivre. C'est vraiment c'est compliqué pour moi. Je galère, et donc je galère tellement que je me retrouve à devoir aller vendre des fruits et des légumes dans un petit magasin bio de mon village. Mmh. Et donc ça crée une parenthèse où en fait je reprends un boulot salarié en fait. Mmh. Et ce boulot salarié va durer plusieurs mois. Et durant ces mois, j'en profite aussi pour me former dans le domaine de la littérature orale. Et là, j'ai un vrai déclic en me disant, mais en me disant qu'il y a vraiment quelque chose à faire là entre l'astronomie et les sciences humaines, qui n'est pas assez menée, qui ne transparaît pas suffisamment dans les soirées que l'on propose en général dans les observatoires. Et je me dis, bon, ben, là, il faut vraiment que j'y aille. Et il se trouve qu'on arrive au moment du confinement. J'accompagne ma mère dans sa fin de vie. Et donc ça aussi, Wow. mais en même temps, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que bien sûr que la mort, c'est quelque chose de très particulier. Puis d'accompagner quelqu'un dans la mort, c'est très, très particulier. Mmh. Mais suite à ça, je ne sais pas comment dire, il y a une sorte de délagage. Enfin, tout est plus clair, il y a une sorte de, Mmh. il y a quelque chose qui se passe là, qui s'opère là, en moi, une transformation. Et à partir de ce moment-là, ma mère décède, je déménage et Stellarius devient une entreprise. Wow, OK. Mais c'est là qu'on voit qu'est-ce qui en fait, on revient à l'essentiel, hein, puis je pense à ce qui est vraiment important. Oui. Puis, donc c'est là l'impulsion tu as eu l'impulsion de Mm. repartir avec ça. Et là, ton statut de chercheuse indépendante, comment il vient s'imbriquer là-dedans? Comment ça fonctionne, Et ce ben, rôle-là? Parce que là, c'est comme un double rôle, hein? alors tout s'imbrique assez naturellement, c'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir une double casquette. OK. C'est vraiment, je suis entrepreneur et aussi chercheuse. Mmh. C'est les deux en même temps. Et quand j'arrive dans, quand j'arrive dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est comme une révélation et je me dis, ouh là là, je suis enfin à ma place en fait. Mmh. Voilà. Et là, je sens que tout ce temps-là, c'est comme si oui, j'ai testé un autre format, mais que, enfin, finalement, ce format, je me sentais trop à l'étroit en fait. Et là, Ouais, je comprends. j'arrive dans le milieu de l'entreprise et je me dis, oula, là, il y a vraiment un milliard de possibilités qui s'offrent à soi, mais dans tous les, enfin, je veux dire, même en étant engagé, je veux dire, on peut très bien faire énormément d'argent, comme d'essayer d'être solopreneur. Enfin, tout est possible en fait à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Puis là, tu peux choisir ton propre modèle, puis tu as Oui. moins de règles, tu as pas de tr ben, oui, tu as Mm. des règles à suivre là, mais c'est moins, fermé qu'avec une association Oui, ou si tu avais une école. Donc imagine si tu avais eu exactement. l'école. Oui, Fait que finalement, c'est une bonne chose qu'ils t'aient pas, accepté dans leur cercle, si je comprends bien, là. exactement. Mais là, dans le fond, quand toi tu fais fait que j'imagine que toi tu fais de la recherche pour pouvoir toujours te garder à jour dans, les nouvelles, infos qui Oui. arrivent, en astronomie. Donc c'est ça, c'est ce côté-là de recherche là, dans le fond, En si je fait, comprends bien? l'observatoire fonctionne sur un principe d'une sorte de circulation, un cercle Mmh. vertueux. C'est-à-dire que les soirées que je propose au grand public, donc toutes les prestations de l'observatoire, donc là j'ai les conférences, la conférence à l'envers, la conférence dont vous êtes le héros. Il y a les exponentielles, donc ce sont des séries d'expositions. On en sort une par an, donc là il y en a une, la prochaine sortira en janvier. Et OK. les soirées rendez-vous en ciel inconnu. Mmh. Et Ah, j'aime ça! parce que les gens viennent, mais ils ne savent pas dans quelle culture on va aller s'immerger. Donc, des fois, et puis ça change parce que forcément, ben, je change les soirées. C'est jamais Ben la oui, même. tout à fait. C'est jamais la même. Donc, ces prestations-là, en fait, financent et me rémunèrent. Et ce faisant, cela me permet de me dégager du temps pour la recherche. OK. Et je fonctionne sur une forme de slowprenariat, c'est-à-dire que comme la recherche me demande du temps et que j'ai aussi envie d'avoir du temps pour ma famille, j'ai un enfant qui a 10 ans, donc j'ai aussi envie d'être présente et de l'accompagner au quotidien. L'idée, c'est que je travaille sous forme de projet souvent, c'est-à-dire que les gens viennent à moi, mes clients, en fait, je crée tous les projets sont sur mesure.
OK, Voilà, c'est super. OK, donc puis là, maintenant. oui? Ouais, non, excuse-moi, vas-y, Non, continue. parce que du coup, j'allais simplement dire qu'il y a, moins de projets, mais mieux. C'est-à-dire que là où un club d'astronomie, par exemple, va faire une saison, d'été avec, des soirées, quasiment tous les soirs, Mhm. sur un été, je vais faire, 5 soirées, 5-6 soirées, pas plus. OK, je comprends. Et là, Mmh, tu arrives à en vivre oui, aujourd'hui de ça, là. Wow! exactement. Ouais, C'est super, c'est super. oui, J'aime vraiment ça. Puis ce que j'aime en fait, c'est que ton projet entrepreneurial soutient en fait ou finance ta passion pour la recherche. oui, Donc, et puis une nourrit l'autre, en fait. oui, Parce que si tu faisais jamais de recherche, ben tu te renouvellerais pas oui. dans ta pratique. Puis si tu pratiquais pas, tu pourrais pas faire de recherche. Donc j'adore ça C'est pour vraiment. ça que je parle vraiment de circulation dans ce sens que, Ouais. tout ce qui va être, récolté ou engrangé en termes de connaissances Mhm. dans la partie recherche, va être à un moment ou à un autre redistribué dans les soirées, dans les outils pédagogiques, dans les conférences ou dans les projets et cetera, en fait. Donc, tu travailles combien d'heures par semaine dans tes conférences et tous tes projets qui sont qui rapportent là, de l'argent, là? Alors ça dépend les semaines, mais je j'ai pas, en fait, je travaille, alors je consacre le matin en général, c'est, un temps que je consacre à la partie, entreprise, donc tout ce qui est, par exemple, les réseaux sociaux, l'infolettre, ce genre de choses, les répondre aux mails, travailler sur les projets qu'on me demande et cetera, et ensuite, le reste du temps, c'est, soit de la recherche, soit de la vie de famille, en gros ça s'équilibre comme ça. C'est pour ça que je j'ai pas un taux horaire, quand je parle de slowprenariat, je suis vraiment dans une forme de slowprenariat, je travaille pas 40 heures semaine, quoi. Mhm, mhm. Voilà. Ah, mais c'est super intéressant. Puis, est-ce que tu as eu d'autres obstacles quand tu as commencé? Là, tu disais, en fait, je pense plus au côté communication, là. Comment les gens ont reçu ce nouveau modèle-là? Ou comment tu t'y es pris pour faire connaître ce modèle-là? Et bien, en fait, ça au départ, ça a été beaucoup du bouche à oreille, Mhm. où les gens entendent parler de ce fameux observatoire, itinérant, et puis il faut dire que la voiture est floquée, donc en fait, c'est écrit dessus. OK. Donc Bah, quand, j'itinère, enfin, on me voit, enfin, tu vois? Je suis pas, invisible dans l'espace. Heu Donc ça a aidé, ça a été beaucoup le bouche à oreille. Le site internet, un peu, et d'ailleurs, là, il est en refonte, il sera donc la nouvelle version sera prête pour, fin septembre, et donc oui, j'ai géré beaucoup, beaucoup le bouche à oreille, et ensuite les rencontres, le réseau, créer ce fameux écosystème, avec le mhm. le réseau, les rencontres, le bouche à oreille, c'est surtout, oui, au début, ça a été beaucoup le bouche à oreille. Les réseaux sociaux un peu. Et maintenant, ça s'élargit puisque je commence à recevoir des invitations comme là sur ton podcast, j'ai aussi l'infolette qui va venir aussi nourrir le blog du site internet, etc. Donc c'est en train de se consolider. Et j'ai aussi un réseau, c'est-à-dire que sur le territoire, je connais des personnes. Donc, c'est quoi tes futurs projets pour l'Observatoire? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent? Comment tu vois la suite des choses? Alors, oui, il va y avoir des nouvelles choses, donc notamment, une nouvelle exposition que l'on va créer. Parce que oui, donc une autre des particularités de l'observatoire, c'est que donc je travaille, main dans la main avec mon compagnon qui lui Mhm. a un studio de création graphique. Donc la plupart des observatoires ne travaillent pas avec un graphiste ou un infographiste attitré. Ce qui fait que tout ce qui sort de l'observatoire est du made in Stellarius, tout, que ce soit les outils pédagogiques, les expos, tout est une création vraiment sur mesure, propre à l'observatoire. Donc OK. là, dans les prochains projets, il y aura, donc on va avoir d'autres soirées astro qui vont arriver parce que l'observatoire fonctionne toute l'année. Mhm. Il y aura donc une exposition qui sortira certainement début janvier. Donc il y en a une par an. Et puis, si tout va bien, ça va être le gros projet de cette année. Ça va être un voyage d'études en Écosse, normalement au mois de mai, si tout va bien. Wow! Voilà. OK. Donc là, les gens vont partir en Écosse avec vous
pour Non, en aller, fait, ce ah non, serait c'est pas bien, ça! ça pourrait, hein, si des gens veulent me faire Et partir toi? quelque part avec plaisir, je non, là, c'est vraiment propre, on va partir en famille, mais pour un voyage OK, d'études, sur place, je en fait, comprends. OK. Mais pourquoi en Écosse? parce que la société, les pays européens, au niveau de la culture européenne, on a des grands apports à la fois indo-européens dans nos constructions culturelles. Il y a tout un apport celte, tout ce qui est mythologie, croyances qui viennent des pays Mmh. du Nord, enfin, tout ce qui est Islande et compagnie. À ça, on a ajouté une bonne couche de judéo-christianisme, etc. Et donc, ça crée les bases. Il y a toute la partie aussi gréco-romaine, etc. Et donc, en fait, pour arriver à bien comprendre, en fait, et avoir une compréhension plus fine de tous ces apports-là, à un moment ou à un autre, c'est intéressant d'aller dans un des pays qui a produit ces cultures-là, enfin, ces dynamiques-là. Et je trouvais donc que l'Écosse était intéressant comme destination. Alors, il a fallu choisir. Donc, mon fils, c'est parce qu'il veut aller voir le monstre du Loch Ness. Et, Ouais. pour moi, c'était pour déjà avoir un premier pied, pardon, dans la culture en fait celte, OK, et wow! pouvoir aller directement. Enfin, en fait, je pense que les récits de tradition orale comme le ciel se comprend dans ce que j'appelle la mémoire des lieux, c'est-à-dire que le fait de pouvoir aller marcher dans je sais pas, si on va en Islande, marcher sur une terre volcanique, c'est pour bien comprendre les épopées islandaises, il faut l'avoir vécu au moins une fois. Et là, Mmh. c'est pareil, c'est-à-dire que s'immerger dans des paysages, dans des espaces. En fait, l'idée, c'est voilà, ça va avec cette conscience du lieu, de pouvoir aller Mmh. s'immerger dans cette conscience de lieu qui va permettre de mieux capter la culture qui a produit ces récits et ces représentations en lien avec l'astronomie. Et de mieux la raconter par la suite Exactement, c'est ça. dans vos activités. Oui, oui, et notamment à travers les récits tradition orale, parce que ça fait partie aussi de ce qui se vit en soirée. Il y a tous ces contes, enfin, je raconte, je repartage, donc il y a un travail aussi de transmission, et transmettre, c'est aussi savoir, au niveau des contes, c'est savoir faire image. Et pour faire image, parfois, le fait d'aller fouler la terre qui a porté ces récits-là, eh bien, ça aide à faire image. Ah, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, tu vas venir au Québec avec ton observatoire, Avec plaisir. Si on ambulant? m'invite, je viens, moi, hein, en plus, le Je Québec est très riche, hein, au niveau Ben oui, on a un des bel observatoire, ça, et puis tout ce qui est aussi, littérature orale, il y a mmh eu un renouveau du conte aussi au Québec, donc mh. ça a été le cas en France dans les années 70, mais au Québec, c'est le cas aussi, et donc il y a vraiment des trésors aussi, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc oui, si, demain quelqu'un me dit: «Viens, nous t'invitons à venir, faire, une itinérance, de l'autre côté de l'Atlantique», je dis: «Oui». Ah ben là, c'est clair, on va essayer d'organiser ça. Moi, je suis triste de pas être en France justement pour pas avoir accès à ces soirées-là parce que j'aimerais vraiment ça participer. Mais bon, peut-être qu'un jour aussi j'irai te voir, là-bas. Mais avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je propose via la technologie. Je veux dire, je pourrais des fois, on y a pensé, enregistrer, tu sais, un cours, Mmh. mais en fait, c'est cette fameuse conscience du lieu. C'est l'astronomie, c'est aussi quelque chose d'assez sensoriel. Je veux dire, ce qui fait la soirée, c'est le fait, là, l'été, par exemple, c'est l'odeur du brin de menthe froissé sous les pieds quand on marche dans le champ, c'est d'entendre les grillons, c'est le fait de voir le héron passer dans la nuit, les chauves-souris. Des fois, on entend le hibou petit duc au loin. C'est tout ça qui fait l'expérience. Et quelque part, si je faisais des soirées via une caméra, et ça a été le cas, il y a des observatoires qui l'ont fait, notamment pendant la pandémie, mais pour moi, quelque chose se perd. Là, Ouais, il y a quelque chose qui se perd et ouais. qui peut pas se rattraper, en fait. Et donc, après, c'est un point de vue, et c'est aussi des valeurs que je défends, c'est-à-dire que le fait d'emmener les gens vraiment sur le terrain, dans la nature, pour observer le ciel, c'est aussi une prise de position politique, environnementale. Enfin, c'est tout ça, c'est très engagé chez moi. C'est pas un hasard, c'est pas juste pour dire aux gens venez voir la beauté du ciel, uniquement ça. Il se passe quelque chose Ouais. de plus fort. Ouais, tout à fait. Donc c'est bien relié à tes valeurs, à ton Mm. positionnement,
à ce que tu veux réellement transmettre. Donc, c'est des choix que vous avez faits, là, Exactement, de... parce que c'est vrai qu'on se représente pas, il faut imaginer, on vit dans des quotidiens fortement pressurés. Je veux dire, alors quand on est, à son compte, c'est sûr qu'on est, maître de son temps. On peut aussi, décider, bah, tel Mhm. jour je prends ma journée et cetera. C'est pas le cas de la majorité des personnes et ce qui se passe souvent, en soirée, c'est, voilà, il y a des temps de reconnexion à soi avec sa les membres de sa famille, ça réouvre des perspectives parce que forcément quand on fait face à l'univers, qui est mesuré, cartographié et cetera, eh bien ça ça crée aussi, des prises de conscience très fortes et puis en plus quand on s'immerge dans d'autres cultures, ça permet aussi de d'un coup enfin vraiment le mot c'est la prise de conscience quoi. À la fois on s'émerveille mais on prend conscience que, on n'est pas fermé et enclos dans notre propre culture, que le monde est très vaste aussi en fait. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais, moi, ça me fait même peur un peu des fois quand je regarde les étoiles en camping, puis qu'on est Oui, dans un endroit où il y a vraiment pas oui. beaucoup de lumière, là, où est-ce qu'on en voit vraiment beaucoup, puis je me dis, waouh, ok, mais c'est l'infini, là. Je veux dire, Mais c'est ça. exactement ça et d'ailleurs, c'est intéressant que tu le dises, c'est quelque chose que je dis que je les gens m'ont déjà entendu le dire, je le répète, mais ça arrive parfois que des personnes, soient prises d'anxiété, aient un Mhm. sentiment anxiogène face à cette immensité et c'est justement là où les récits tradition orale jouent un rôle parce que le récit, le conte, le mythe et cetera vient donner du sens à des espaces où justement le sens a besoin d'être mis en travail. Et quand on est face à l'infini, et puis ça pose des questions environnementales, je veux dire, avec Ouais. les satellites d'Elon Musk, Ouais. l'exploration de l'espace, le tourisme spatial, je veux dire, c'est aussi tout ça, et puis il faut en avoir conscience. Je sais plus, il y a eu une étude qui a été faite, disons qu'il y a je sais plus quel pourcent, je crois que c'est 80% des personnes qui n'ont plus accès à la Voie lactée, en fait. Ouais. Ben oui, Du, oui, exact. de par la pollution lumineuse et la pollution tout court Ouais. des villes, etc. Et donc je me dis, mais c'est quand même le ciel, le ciel pour tous. Enfin, je veux dire, c'est pas un privilège de pouvoir observer le ciel. Donc, d'être privé de par le fait d'être dans des espaces pollués, etc. Je trouve ça assez fort. Et donc, c'est là aussi où l'intérêt d'amener les gens vraiment dans la nature pour pouvoir aussi reconnecter à des espaces de nature et Mhm. qui échappent à cette pollution, qui échappent à la pression du quotidien, qui échappent à tout ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que on n'a pas accès justement au ciel, puis que c'est des gens quand même assez privilégiés la plupart du temps qui ont Mm, accès à un ciel pas pollué mm, avec la lumière, parce qu'il oui, faut souvent sortir de la ville, puis c'est pas mm, tout le monde qui a les moyens de sortir de la ville exactement. pour avoir accès à ça. Puis tu parlais aussi des satellites d'Elon Musk. En fait, on les a Mm, vus en fin de semaine. Puis quand j'ai vu la ligne dans le ciel, au début, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette ligne mm, qui mm, se mm, mm. promène dans le ciel? Puis là, c'est là qu'on s'est dit, ah oui, ça doit être les satellites d'Elon Oui. Musk, mais ça fait vraiment bizarre, là. Ça fait vraiment bizarre, parce que ça fait vraiment comme une ligne. Oui, ça fait une ligne. Alors, quand on est un observateur d'observation visuelle, on a l'impression, oh, ça va, c'est une ligne, mais ça a un vrai impact sur l'observation en astronomie, et notamment pour les observatoires de mission, qui, eux, doivent Mhm. observer sur de très très longues périodes, de longues heures. Et donc là, en fait, on voit sur les images, hein, c'est zébré, on voit vraiment les Ouais. satellites qui, ça crée des quadrillages en fait. Et donc en ça, il y a un vrai enjeu aussi là, puisque l'espace, il n'y a pas de législation Ben, en termes c'était de ça ma spatial question. en fait. Ça n'existe pas. Ils essaient d'y travailler. Enfin, c'est en cours de réflexion, mais en fait, il n'y a pas de loi interdisant. Et donc en fait, il n'y a pas d'interdiction. Si Elon Musk veut continuer à envoyer des satellites, il peut le faire. Personne ne peut lui interdire ça en fait. Et donc c'est Hmm. là où il y a également un enjeu, c'est-à-dire que là on va parler d'écologie, mais on vit sur une planète dont on est en train d'extraire les ressources jusqu'à au-delà de ce qu'elle peut. On est aussi sur une planète que l'on pollue, hein. Et Ouais. donc là on en vient à polluer aussi l'espace. Enfin, je veux dire, on en est quand Ouais. même rendu là à l'heure actuelle.
Et ça Ouais, et ça bon, aussi, ça ça interroge, tu vois? c'est ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est important quand même, je pense qu'il y ait de l'éducation qui soit faite là-dessus aussi, sur le ciel, justement, Mmh. où les gens vont prendre conscience que le ciel, c'est aussi une ressource, qui est importante et Oui. qui ne doit pas être, polluée au même titre que la planète. Non, mais c'est vraiment ça, exactement. Ouais, ouais. C'est fou comment, j'avais pas, réfléchi à ça, là. Je savais que le ciel était pollué avec plein de satellites, là, puis de trucs comme ça, mais, j'avais comme pas fait le lien, mais ouais, Mmh. tout à fait. Merci beaucoup, Mélissa, de ton temps, de m'avoir accordé ton temps pour cet épisode-là que je trouve vraiment intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver ou te Alors, suivre? nous allons pouvoir me retrouver enfin sur le site internet, à partir de fin septembre, qui est quand même la vitrine principale de Stellarius. Ensuite, je publie régulièrement, sur Instagram, notamment avec des photos, ça fait aussi partie de la communication et des projets de l'observatoire, donc la partie photo. Je publie plusieurs fois, 1 à 2-3 fois par semaine. Ensuite, on peut aussi me retrouver, via l'infolettre, Made in Stellarius. J'envoie une infolettre une fois par semaine, via cette infolettre, je parle, à la fois, ben, du ciel en tant que sciences humaines, il y a des contes, enfin, c'est très, large. Une fois par mois, les gens reçoivent aussi une éphéméride de poche pour, savoir quoi observer dans le ciel à l'œil nu, sans Mmh. télescope. Donc c'est assez riche, je mets, un peu plein de choses qui me paraissent pertinentes à partager. Et donc voilà, je pense que là c'est ça. Donc Instagram, le site internet et l'infolettre principalement. Bon, là, avant qu'on termine, j'ai une question. En Oui, fait, ça m'a fait penser à une question. Là, si moi je m'abonne à tes éphémérides, est-ce que je oui, vais voir les mêmes choses au Québec qu'en France? oui, oui, oui. Yay! OK. Donc c'est Mais je bon, pense tu que je peux t'avais t'abonner. non, mais c'est parce que je me pose souvent je te l'ai déjà même posé, hein, par message privé. Est-ce qu'on voit la Oui. même lune? Est-ce que c'est la pleine lune partout en même Mmh. temps? Ben, partout en même temps, du moins, entre la France et le Québec, là. C'était une question que je me posais, puis tu m'avais Oui. répondu que oui, en fait, on voyait la même lune. Donc, je voulais m'assurer qu'on voyait le même ciel. Oui, parce qu'on fait partie de l'hémisphère nord, tout simplement, et donc on va avoir le même ciel, les mêmes constellations, et donc si par exemple dans mon infolettre, je parle de la constellation de la Grande Ourse, ou je parle, Mhm. j'avais fait tout un article sur Gyosar, qui est une étoile de la constellation du Dragon, Ouais. tu peux tout à fait le voir depuis chez toi. Sûr qu'on va être Super! en Donc, décalage, c'est sûr. Il fait pas nuit au même moment, voilà, mais non, mais on va le voir, oui, on va quand même voir ça dans les mêmes exactement. journées à peu près, là, à Mmh. quelques heures de décalage. Parfait, excellent. Donc, moi, je m'abonne, c'est certain. Abonnez-vous, je vais mettre les informations dans les show notes. Et puis, nous, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi. Bye. Ciao. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!